keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons aborder l'éclairage en lumière mixte. Comme vous me l'avez entendu dire dans d'autres vidéos, la lumière mixte n'est pas faite pour déboucher les ombres. C'est une nouvelle manière d'éclairer et j'irai même plus loin. Dans le cadre de la lumière mixte, la key light, c'est-à-dire la lumière principale, c'est le flash. C'est donc un éclairage au flash avec la lumière naturelle qui éclaire le décor ambiant, en fait. Donc les rôles sont renversés dans ce cas-là. Ce n'est plus la lumière naturelle qui est la key light. La lumière naturelle devient un éclairage secondaire et l'éclairage principal, c'est le flash. Donc vous voyez qu'on est bien loin d'un simple déboucher les ombres. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous aurez accès à une vidéo qui va vous parler de la direction du modèle. À propos de cette vidéo et pour ceux qui ont déjà essayé de l'obtenir, il y avait eu un petit problème technique récemment, c'est rétabli. Alors pourquoi choisit-on ce type d'éclairage alors qu'on peut tout faire en lumière naturelle en fait? C'est pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est assez typé mode, ou en tout cas qui l'a été, parce que maintenant, de plus en plus en mode, on utilise vraiment la lumière naturelle, mais il existe toujours des gens qui photographient avec un flash en key light en lumière mixte. Je vais vous montrer quelques exemples de maîtres qui utilisent ces techniques de manière différente, comme vous pourrez le constater. Alors, lorsque je dis que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas vraiment exact, c'est-à-dire que c'est nouveau par rapport au fait d'utiliser la lumière naturelle pure. En ce qui me concerne, par exemple, ça fait plus de 17 ans que je fais ce type d'éclairage. J'en fais de moins en moins parce que j'ai fait le tour du sujet et parce que c'est plus tellement à la mode. Vous trouverez ce genre de pratique essentiellement chez les amateurs, mais il n'empêche que si vous le pratiquez en tant qu'amateur ou même en tant que pro bien sûr, autant utiliser des techniques professionnelles pour le faire plutôt que d'avoir des rendus qui font justement très amateurs parce que notamment c'est assez approximatif au niveau du réglage de l'exposition et du choix des ratios entre le plan principal et l'arrière-plan. Mais on va commencer déjà par regarder quelques exemples. Je vous mets ici une playlist concernant les vidéos de cette chaîne qui parlent de la lumière naturelle et donc de la lumière mixte puisque cette vidéo viendra s'ajouter à cette playlist. Ça vous permet de faire le tour du sujet et notamment de comprendre comment on en vient à faire de la lumière mixte. Il est préférable d'aborder le sujet en commençant par la lumière naturelle parce que souvent la lumière naturelle est un sujet vraiment très mal compris. Ce sujet de la lumière mixte est abordé dans un stage que je fais à Paris et dans lequel on utilise donc un flash en extérieur et où on couvre un ensemble de situations lumineuses et où on voit notamment comment faire pour choisir les arrière-plans, pour évidemment régler la lumière, positionner le modèle, choisir le stylisme, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez ce genre de lumière déjà. Est-ce que vous utilisez la lumière mixte? Quelles sont vos difficultés éventuelles? Et pourquoi avez-vous choisi ce type de mise en lumière? Je répondrai à vos questions et interrogations. Vous avez cette image d'édito qui a été faite pour Harper's Bazaar tchèque par le photographe Andreas Ortner. On voit que le modèle a été légèrement éclairé au flash en plus de la lumière naturelle. Nous avons ici deux photos réalisées par Jean-Daniel Lorieux. Vous voyez qu'il a utilisé le flash en key light, ça veut dire avec une lumière sur le sujet qui est assez dominante. Vous voyez avec ces premières images qu'on obtient un résultat qui est très particulier et que c'est pas simplement pour déboucher les ombres, c'est fait pour donner un style qui est le style lumière mixte. On va passer maintenant à des photos que j'ai réalisées moi-même tout au long de ces nombreuses années pendant lesquelles j'ai pratiqué cette technique. Ici, sur ces deux photos, j'ai utilisé le flash pour donner un coup de boost en fait, donner de la pêche à la lumière en rajoutant un coup de flash. Et dans les deux cas, la lumière du flash vient se superposer à la lumière naturelle. Ça veut dire que le sujet est déjà éclairé par la lumière naturelle et que en plus, j'ai ajouté un coup de flash. Bien entendu, vous constatez que rien n'est surexposé. J'utilise le flashmètre et le posemètre de manière à obtenir une addition des deux sources qui ne crament pas l'image, bien évidemment. Sur cette série de photos, vous voyez des images en contre-jour.
Vous voyez que selon la situation, le coup de flash est plus ou moins dominant dans le résultat. Dans tous les cas de figure, l'idée c'est de ne pas surexposer l'arrière-plan, évidemment, et ne pas surexposer le sujet non plus. On peut établir un ratio entre la lumière principale, c'est-à-dire le flash, et la lumière secondaire, c'est-à-dire l'arrière-plan. Selon nos choix de réglage, on va obtenir un ratio, c'est-à-dire un rapport de luminosité entre le premier plan et le deuxième plan, qui sera différent selon les réglages qu'on aura effectués. Dans cette nouvelle série d'images, on voit que le modèle était à l'ombre. L'ombre est plus ou moins dense selon la situation, ce qui fait que, évidemment, l'impact du flash sur le modèle sera plus ou moins important selon que l'ombre est plus ou moins importante. Si vous avez une ombre dense, l'apport de la lumière ambiante est faible et donc le sujet sera essentiellement éclairé par le flash. Par contre, dans d'autres situations, bien que le sujet soit à l'ombre, il peut être éclairé par réverbération par la lumière ambiante. Donc dans ce cas-là, l'emprise du flash est moins importante. Mais le résultat est toujours le même. Vous notez que le sujet est toujours correctement éclairé et sans surexposition, et l'arrière-plan est correctement éclairé lui aussi. La technique utilisée dans ces photos est développée dans le stage Fashion in Paris, et donc c'est au cours de ce stage où nous voyons un ensemble de situations lumineuses différentes avec un sujet qui est plus ou moins baigné de la lumière ambiante, et on apprend à utiliser le flash selon la situation à laquelle on doit faire face. Ici, le modèle est photographié sous ciel voilé. Le ciel voilé présente pas mal d'inconvénients parce qu'il donne une lumière qui est triste et il est assez difficile d'en tirer quelque chose. Cela dit, on peut ajouter un coup de flash qui va donner un rendu très particulier et vous constaterez que selon la situation, sur cette série de photos, le résultat n'est pas le même. Mais dans tous les cas, là encore, le sujet est correctement exposé. Et l'arrière-plan également. Les différences sont dues essentiellement au ratio entre la lumière flash et la lumière naturelle sur l'arrière-plan, et également au type de modeleur ou de source lumineuse qui a été utilisé pour éclairer le sujet. Dans certains cas, on ne voit pas la source, on ne sait pas avec quoi ça a été éclairé, et ça, en général, c'est quand on utilise une boîte à lumière. Et puis sinon, si on utilise une source un peu plus dure, eh ben, on voit la présence de la lumière sur le sujet. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une multitude de manières de s'exprimer avec le flash par rapport à la lumière naturelle, tant au niveau de la dureté de la source que du ratio entre la source sujet et l'arrière-plan. Et puisqu'on en parle, voici sur ces photos comment l'arrière-plan a été restitué. La quantité de lumière sur le décor a été changée selon le résultat voulu. On voit que parfois il y a moins un IL sur l'arrière-plan, c'est le cas des toutes premières photos de la série, et dans les autres cas, il y a moins 2 IL sur l'arrière-plan. C'est le cas des dernières photos de la série. Vous constaterez d'ailleurs qu'on reconnaît les mêmes tonalités de bleu dans le ciel, que ce soit le ciel de Paris ou le ciel en Provence. Voici une série de photos qui a été réalisée à Saint-Tropez avec un ratio de 1:1. Ça veut dire que la lumière mise sur le sujet est exactement à la même intensité que la lumière mise sur l'arrière-plan. Il n'y a donc pas d'écart de luminosité entre les deux. Par contre, il y a un coup de flash sur le sujet qui va donner une lumière très particulière et notamment une lumière assez dure. Dans cette série d'images, le coup de flash a été apporté en plus de la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui se trouve face au soleil et donc qui reçoit déjà pas mal de lumière, et en plus, on ajoute un coup de flash pour donner un rendu très très particulier et qui est très agréable par exemple pour les photos d'été. Vous voyez sur ces photos qui ont été réalisées à Paris que le rendu est très graphique et très spectaculaire. Sur cette dernière photo réalisée à Ibiza, vous voyez d'abord la photo initiale, c'est-à-dire sans aucun réglage avec tous les curseurs à zéro. Vous voyez le rendu que va donner un coup de flash sur un sujet qui est déjà éclairé par le soleil. Et vous voyez ensuite que le post-traitement va enjoliver la photo par un rendu argentique ici,
ça donne de la sensualité, ça donne quelque chose qui ne ressemble pas à une photo numérique. Mais au niveau du ratio des valeurs sombres et des valeurs claires, vous constatez que on est très très proche de la photo initiale. Il y a très peu de changements en fait. Sur ces images, nous voyons un cas particulier. Ce cas particulier, c'est le fait d'avoir utilisé deux temps de pause, dont un est lent et l'autre super rapide. Le temps de pause lent, c'est celui de l'obturateur, qui est ici réglé au 15e de seconde. Et le temps de pause rapide, c'est celui de l'éclair du flash, qui doit être ici de l'ordre du 12 millième de seconde, avec le flash que j'ai utilisé, qui est un Pro B2 Pro Photo ultra rapide. Donc. De plus, le modèle a été photographié alors qu'il était en train de faire une rotation. Et donc, le modèle était en mouvement. Évidemment, au 15e de seconde, si le modèle bouge, et j'irai même plus loin, je pense que j'ai dû, si ma mémoire est bonne, bouger l'appareil photo moi aussi en même temps, on a donc un flou de mouvement. Et en plus, vous avez une partie de l'image qui est figée au 12 millième de seconde par le flash. Donc on a ici un mix, une lumière qui a été mélangée avec une partie en temps de pause très lent et une partie en temps de pause très rapide. Voilà, ça c'est le genre de choses que l'on peut faire également en lumière mixte. On peut également faire ça le soir. Vous pouvez par exemple aller dans les rues de Paris le soir, devant les néons, devant les éclairages de la ville, utiliser une vitesse très lente, pareil, de l'ordre du 15e ou plus lent, de faire bouger votre modèle et de figer certaines parties du modèle avec votre flash. Voilà, c'est un bon moyen d'obtenir des images décalées, originales, et avec une part d'inconnu, puisque évidemment on ne sait pas exactement comment le flash va agir sur le sujet. Évidemment, dans les deux cas, et comme toujours en lumière mixte, on va utiliser la mesure du posemètre pour la lumière ambiante et la mesure au flashmètre pour la lumière flash. Donc vous l'aurez compris, avec ces quelques images et en fonction de ce que je viens de vous dire, on doit mesurer deux fois. On doit d'abord mesurer au posemètre pour établir les valeurs sur la lumière ambiante. Le posemètre, avec une mesure optimisée, va nous donner une valeur charnière. Les mesures doivent être faites avec le posemètre ou le flashmètre en lumière incidente, mais en plus, ça doit être des mesures qui doivent être optimisées. Donc on commence par faire la mesure au posemètre et on obtient une valeur optimisée. C'est ce temps de pause qui nous servira ensuite à reporter ça sur le flashmètre. Et le flashmètre, lui, va nous servir à régler notre flash, toujours optimisé, de manière à ce que et le flash et la lumière ambiante soient mesurés correctement et optimisés. Et c'est seulement après avoir fait ces deux mesures que l'on pourra décider quel ratio on applique sur l'arrière-plan. Donc on voit qu'on commence déjà par faire la mesure pour un ratio 1 pour 1. Ça veut dire qu'on aura exactement la même luminosité sur l'arrière-plan et sur le sujet au flash. Puis ensuite, selon les conditions, selon la situation, on décide quelle densité on va donner à notre arrière-plan, si on va le laisser à la même valeur que le sujet principal ou si on va l'assombrir de 1 ou 2 IL ou plus. Je voudrais pour terminer vous parler du HSS. La plupart des marques proposent des flashs en HSS en vous laissant croire que vous pouvez travailler au 2 millième de seconde par exemple avec votre boîtier et votre flash. Mais le problème du HSS, c'est que d'une part, il nécessite du matériel spécial, il faut des télécommandes spéciales, des flashs spéciaux pour faire du HSS, mais surtout, il y a un énormissime problème de puissance, d'énergie flash. À chaque fois que vous allez doubler votre temps de pause, par exemple, vous passez du 250e au 500e, vous perdez 1 IL d'énergie sur votre flash. Si votre flash est en 500 joules, ça devient 250 joules. Si vous passez du 500e au 1000e, votre flash devient un 125 joules. Donc en fait, c'est la rançon du système qui vous permet de dépasser votre vitesse de synchronisation. Certes, ça vous donne l'illusion que vous pouvez dépasser votre vitesse de synchronisation, mais malheureusement, c'est au prix de limitations techniques et notamment de limitations énormes de puissance. Le HSS est donc une fausse bonne idée parce que c'est un système qui est extrêmement limité, très limité, et notamment
en termes de puissance. En ce qui me concerne, je n'utilise jamais de HSS et pourtant vous avez vu des tonnes de photos qui ont été faites au flash et notamment des photos qui ont été faites avec des temps d'obturation qui sont de l'ordre du 800e de seconde. Simplement, ça vient du fait que j'utilise du moyen format avec des optiques à obturation centrale qui sont des optiques qui contiennent l'obturateur. Sur un Hasselblad, il n'y a pas d'obturateur dans le boîtier. Il y a juste un miroir qui se relève et qui va exposer le capteur. C'est une boîte à lumière, mais ce n'est pas un système qui contient un obturateur. L'obturation se fait donc à tous les temps de pause. Donc en fait, la seule solution vraiment fiable, ce sont les optiques à obturation centrale et c'est pour ça qu'on en trouve toujours en moyen format chez Hasselblad avec la série H et avec la série X, puisque le moyen format à petit capteur de la gamme X utilise des optiques à obturation centrale. Le Fuji GFX n'a pas d'obturation centrale, donc malheureusement vous ne pouvez pas faire ce type d'image avec un Fuji GFX. Le Leica S possède les deux en fait. Le boîtier Leica S possède un obturateur à plan focal, c'est-à-dire un obturateur qui se trouve dans le boîtier, et il possède également des optiques à obturateur central, c'est-à-dire des optiques qui possèdent cet obturateur. Sur un Leica S, vous pouvez donc monter ces deux types d'optiques. Évidemment, le prix n'est pas le même. Déjà, les optiques sont très très chères, mais en plus, des optiques à obturateur central dans la gamme S sont encore plus chères. Hasselblad a décidé, lui, de ne garder que des optiques à obturation centrale sur la gamme H. Avec une obturation centrale, vous avez un flash ordinaire, qui est un flash Asynchro X. Moi, j'utilise un Profoto Pro B2, qui est un 1200 joules. Donc ça veut dire que vous avez un flash qui est déjà beaucoup plus puissant. Et en plus, cette puissance reste entière, puisque l'obturateur fonctionne même au 800e. Ça veut dire donc que votre coup de flash ne sera pas affecté par l'obturation, puisque vous avez un coup de flash qui est de l'ordre du 12 millième et que vous avez une obturation qui est de l'ordre du 800e, on voit que l'obturation est plus lente et donc elle laisse passer le coup de flash. Donc, la quantité de lumière flash n'est absolument pas affectée par l'obturation. Par contre, l'obturation, elle, va affecter la lumière ambiante, puisque au 800e de seconde, évidemment, vous laissez rentrer beaucoup moins de lumière qu'au 250e de seconde maximum avec un obturateur à plan focal. Bon, tout ça c'est très technique et c'est pour ça que c'est pas si simple que ça de faire ce type d'éclairage en lumière mixte. Si vous faites ça au pif et de manière approximative en regardant votre LCD pour essayer d'estimer les ratios, oui, évidemment, vous pouvez faire ça en tant que bricolage. Maintenant, si vous voulez vraiment travailler de manière professionnelle en sachant parfaitement ce que vous faites, il faut utiliser votre flashmètre, posemètre, avec une mesure de la lumière ambiante au posemètre et une mesure de la lumière flash au flashmètre. Je vous rappelle qu'il existe un cours online pour la lumière naturelle. C'est la première étape. Avant de vous occuper de la lumière mixte, vous devez d'abord vous assurer que vous comprenez parfaitement la lumière naturelle et croyez-moi, il y a du travail. Donc je vous mets le lien vers ce cours online qui vous permet déjà de dégager pas mal de choses sur le sujet. Ce cours à lui seul va vous apporter la compréhension des fondamentaux sur la lumière naturelle. Évidemment, il faut le compléter ensuite, plus tard, dès que vous pouvez, par un cours présentiel et notamment par le stage de Saint-Tropez, car c'est ce stage qui traite de la lumière naturelle de manière exhaustive. Conclusion, je pense que vous avez compris maintenant que la lumière mixte n'est pas faite pour déboucher les ombres. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est une manière d'éclairer à part entière et en plus, c'est très technique. Vous l'avez vu à la fin de la vidéo quand j'ai abordé la mesure, l'optimisation de la mesure, la notion de ratio, et comment changer le ratio. Tout ça, ça demande des connaissances. Et on les acquiert notamment dans le stage Fashion in Paris, puisque c'est ce stage qui explique tout ça en détail. Vous trouverez sûrement des gens sur YouTube qui vont vous donner des explications, mais en général c'est du bricolage parce qu'ils n'expliquent pas les choses de manière professionnelle. Il y a un instrument de mesure, il y a deux mesures à faire, il y a un ratio à établir et tout ça, ça se fait pas juste au doigt mouillé. Ça se fait avec précision si vous voulez être sûr de pouvoir caractériser votre résultat. C'est-à-dire si vous voulez être sûr que le résultat aura bien le caractère que vous voulez.
notamment en termes d'exposition évidemment, en termes d'optimisation, puisque on sait que si on veut préserver nos basses lumières, on doit optimiser. Si on veut avoir de la richesse dans les fichiers RAW et notamment avoir des basses lumières exploitables, on doit optimiser. Donc c'est valable en lumière mixte comme en lumière naturelle pure, comme en lumière studio pure. On a juste un mélange des deux ici. Ensuite, on sait qu'on doit établir de manière précise un ratio, c'est-à-dire est-ce que le sujet est éclairé autant que l'arrière-plan? Est-ce que le sujet est éclairé légèrement moins que l'arrière-plan pour un cas de contre-jour par exemple? Est-ce que l'arrière-plan doit être éclairé beaucoup moins que le sujet? Mais je vous rappelle que le sujet lui-même doit être correctement exposé. Donc c'est pas en ajoutant un peu plus de lumière sur le flash qu'on va éclaircir le sujet. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tout doit être mesuré au 10e dièle près. Donc méfiez-vous des explications que l'on vous donne. Ce type d'éclairage doit être fait de manière professionnelle, c'est-à-dire à chaque fois de la même manière. Okay, on doit pouvoir répéter les réglages. Ensuite, on choisit son ratio pour donner une certaine ambiance. Puis voilà, vous ne pouvez pas vous contenter de trucs et astuces. Vous avez besoin de données qui soient professionnelles dans la manière d'obtenir ce type de résultat. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Je vous incite aussi à partager cette vidéo parce que le sujet qu'on aborde ici est lui aussi rempli de fausses données, mais surtout d'énormes approximations. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu aucune explication de comment faire pour mesurer. Les gens se perdent dans des pratiques et des complexités et du coup on obtient un résultat approximatif et amateur. Si vous voulez vraiment avoir des résultats professionnels, utilisez ce que je vous ai dit dans cette vidéo et faites-en profiter d'autres personnes qui sont intéressées par ce style de lumière. Sur mon site, vous trouverez également des tutoriels qui traitent de ce sujet parce que, évidemment, c'est un sujet qui est assez ardu et donc j'ai écrit au fil des années de nombreux tutos sur le sujet. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, restez frais. Stop me from chasing after the way you la la